Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire IA en entreprise, histoire d'horreur et pièges à éviter. Mon nom est Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation. Comme le mois d'octobre rime avec Halloween, on s'est dit que c'était le moment parfait pour vous faire un peu frissonner avec des histoires d'horreur liées à l'intelligence artificielle en entreprise. Et vous verrez qu'on a sorti nos petits déguisements d'horreur pour la cause. Donc, attention, les histoires d'horreur qu'on va vous raconter aujourd'hui, elles viennent pas de la fiction, ce sont des histoires qui sont bien réelles, vécues par des entreprises d'ici. Et puis, honnêtement, ça pourrait très bien arriver à n'importe qui si on n'est pas bien préparé. Donc, il y a un bon vieux dicton qui dit si mes erreurs me servent, c'est bien, mais si elles peuvent servir aux autres, c'est encore mieux. Puis, c'est exactement ça l'esprit du webinaire du jour. Donc, à travers ces histoires d'horreur et les pièges qu'on va vous partager, notre but, c'est que vous puissiez en tirer des leçons concrètes pour que vos projets en intelligence artificielle soient de véritables succès et non des fiascos. Et puis, on va vous donner des bonnes pratiques aussi pour vous aider à éviter justement de tomber sur ces pièges et puis partir du bon pied. Donc, sans plus attendre, là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil à l'agenda du jour pour voir ce qu'on vous a préparé. Donc, d'abord, on va voir ensemble pourquoi l'IA, c'est quelque chose qui est prometteur, on en entend beaucoup parler, mais que c'est pas magique. Donc, c'est justement ce qui va mettre l'emphase sur tout le webinaire. Ensuite, on vous invitera à vous imaginer autour d'un feu de camp, à griller des guimauves, pendant que mon collègue Donald vous racontera nos fameuses histoires d'horreur. Après ça, on plongera dans les 7 péchés capitaux de l'adoption de l'IA. Et on alternera avec des bonnes pratiques pour garder une approche qui soit constructive parce que on veut vous effrayer un petit peu, mais on veut surtout être constructif pour ce webinaire. Et puis, à la fin, comme d'habitude, on va se garder un instant pour les questions et réponses. Donc, avant de débuter sur le contenu, j'aimerais vous présenter vos présentateurs du jour. Donc, avec moi, j'ai mon collègue Donald. Allô, Donald, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Oui, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Donald. Moi, ça va faire une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine des TI. Bon, là, j'imagine que le gris de ma barbe avait trahi mon âge parce que ça ne fait pas partie du costume. J'ai vraiment la barbe grise pour vrai. J'ai fait un passage en aéronautique en début de carrière qui m'a amené rapidement dans le service conseil chez une toute petite boîte à l'époque qui s'appelait GSoft, qui est devenu aujourd'hui le grand Workly que beaucoup d'entreprises connaissent. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de clients et gestion de la croissance là-bas. J'ai ensuite passé chez Mouv'air, que vous avez peut-être entendu parler, où j'ai fait 4 ans, encore une fois, dans une posture d'orchestration de la croissance, mise en place de processus dans un IA en pleine émergence. Et je n'ai pas eu le choix de me joindre à l'équipe d'Nexus, dans laquelle j'ai eu un grand coup de foudre, entre autres pour mes collègues Cheyenne et Daniel. Merci, Donald. Daniel est aussi avec nous aujourd'hui, donc je te laisse te présenter, Daniel, à ton tour. Ben oui, bonjour. Daniel Gauthier, directeur de l'ingénierie chez Nexus Innovation. Fait que c'est moi qui s'amuse avec les outils derrière les solutions, qui restent à jour des nouveautés, là, dans le fond, dans nos options technologiques pour répondre à ces différents besoins-là en intelligence artificielle ou en projet d'agentique, ultimement. C'est mon deuxième webinaire. Je ne suis pas un habitué. Soyez gentils avec moi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui voit, puis je suis un peu nerveux. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est là pour vous parler, puis je suis vraiment content d'être ici pour tout le temps jaser avec mon collègue Donald, qu'on a déjà travaillé par le passé ensemble. J'ai un peu plus que 20 ans d'expérience dans le domaine des TI. Là, je me demande tout le temps la question, quand est-ce que je passe à 25 ans? Puis je pense que je l'ai déjà passé, mais je ne suis pas prête encore à dire 25 ans, en fait, mentalement. Mais bon, ça fait un bon moment dans différents rôles que je suis dans le domaine. Fait que, bien content d'être là aujourd'hui avec mes collègues. Merci à tous les deux pour la présentation. Avant de vous repasser la parole dans un instant, je voulais d'abord vous présenter Nexus Innovation, l'entreprise pour laquelle on travaille tous les trois. Si vous ne nous connaissez pas encore, on est des experts Microsoft qui se spécialisent dans l'idéation, le développement et l'adaptation des technologies d'affaires infonuagiques. Notre leitmotiv, c'est d'accompagner des entreprises qui vivent des plateaux de croissance ou qui sont à la recherche de meilleures façons de collaborer. Et puis concrètement, on développe des solutions de données et d'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on le fait, qu'on l'intègre dans nos solutions qu'on développe pour nos clients, mais on
a décidé très récemment en fait de l'intégrer dans une pratique. Donc, ça fait que maintenant que les présentations sont faites, que ce soit au niveau des présentateurs ou Nexus, je passe la balle, Dan, pour nous expliquer en fait pourquoi, même si l'AI aujourd'hui, elle est prometteuse, puis on la voit sur toutes les bouches, au final, pourquoi ça en fait une super solution, mais qu'elle n'est pas magique pour autant. Donc, dans le fond, les défis rencontrés par nos clients en ce moment, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle est souvent faite de manière isolée. Dans le fond, elle n'est pas inclus dans un projet, dans un tout, dans le fond. On a l'habitude, souvent quand on fait du développement logiciel, d'intégrer la solution là, dans un écosystème au complet. Puis, on a tendance à ne pas faire la même chose au sein de l'entreprise pour les solutions d'IA, mais pourtant, ils méritent même encore plus de ce soin-là, ultimement. Souvent, on est un peu pogné avec la technologie dans le sens que souvent les gens vont arriver avec une idée technologique pour un IA, en fait, où ils sentent qu'ils ont besoin de le faire, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Fait que c'est là que des fois que la technologie a la tendance, des fois, si on ne fait pas attention, à ne pas être aligné avec le besoin d'affaires qui est derrière ou la chose qu'on essaye de régler. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de l'aider dans notre positionnement de Nexus, c'est vraiment d'être des partenaires avec nos clients, c'est d'aider pour identifier des projets, faire des cadrages stratégiques, parce que c'est quand même des gros projets qui sont extrêmement stratégiques pour le futur. Ça mérite, dans le fond, d'être encadré, d'être bien fait. Nous, on préconise, puis on va en parler aujourd'hui, en fait, sur différentes formes, mais c'est sûr qu'on préconise une approche par MVP, puis de faire une adoption très progressive, dans le fond, de l'IA, puis aller pour des small wins. Je ne vais pas voler le punch pour plus tard, mais vous allez comprendre pourquoi on dit ça au cours du webinaire. Puis c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est fait en silo. N'importe quel outil, dans le fond, doit être utilisé pour vraiment émettre sa vraie valeur. Donc, c'est très important de faire ces choses-là en co-construction avec les équipes, avec les end-users, avec la direction. Ça implique vraiment beaucoup de gens pour s'assurer qu'il y a un bel alignement puis un beau succès pour ce genre de projet-là. Puis quand on a des beaux succès avec ce genre de projet-là, on a des vraiment, vraiment gros succès. Fait que c'est ça qui est intéressant, en fait. Puis, on revient un peu, on aime ça présenter ce graphique-là parce que il fut un temps que Nexus, si je reviens à plusieurs années, on ne voulait absolument pas faire des projets d'IA parce qu'on voyait que c'était souvent des projets qui étaient réservés à des très grandes entreprises qui avaient des gros budgets. Puis ça fit vraiment avec ce graphique-là dans le sens que si vous retournez un peu dans le temps, mais souvent, l'IA, c'était des modèles qui étaient personnalisés, des grosses charpentes, dans le fond, où on entraînait des modèles pour être utilisés. Ça coûtait extrêmement cher à mettre en place. Puis, ce n'était pas une solution qui était pour les petites et moyennes entreprises. Puis, nous, on a tout le temps eu la position que nous, qu'est-ce qu'on veut aider, c'est les petites et moyennes entreprises avec des solutions. Fait que ce n'était pas vraiment notre marché. Puis là, puis là, je vous explique un peu pourquoi qu'on se lance, en fait, puis pourquoi que c'est important pour nous. C'est que de plus en plus, avec les années, puis la tendance va continuer là, dans cette tendance-là, ultimement, c'est qu'il y a de plus en plus de modèles maintenant qui sont disponibles, des modèles existants qu'on peut leverager pour faire des solutions d'intelligence artificielle qui sont, que ce soit par l'agentique ou autre, extrêmement rapidement puis à faible coût. Puis là, ça devient vraiment une genre de révolution pour les PME, que c'est maintenant possible pour eux de leverager ces outils-là parce qu'on peut faire des choses à moindre coût. Puis là, on rentre vraiment dans des tranches budgétaires qui sont intéressantes pour nos clients. Fait que c'est pour ça que nous, on préconise et on utilise ces outils-là. Fait que comme vous voyez, la tranche de marché pour des modèles existants, tout ça, la tranche que nous, on se positionne dedans, mais elle prend de plus en plus de parts de marché. Puis, il y a encore une place, il va toujours avoir une place pour des modèles personnalisés, mais là, on parle de cas très, très pointilleux, ultimement, où des fois, il y a des enjeux technologiques comme du AI embarqué sur des circuits qui peuvent emmener à avoir ces affaires-là très lignes, tout ça, mais c'est de plus en plus moins le cas maintenant, ultimement. Fait que c'est pour ça que le marché a bougé.
C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui est disponible maintenant pour nos clients, pour probablement les personnes qui sont ici, qui nous écoutent aujourd'hui au niveau des PME. C'est un peu ça le message, en fait, qu'on passe. Mais ça vient avec son lot de problèmes qu'on va vous parler aujourd'hui. Écoute, je te remercie beaucoup, Daniel, pour la mise en contexte. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 éléments qui ont été vécus dans le passé. Puis l'important, c'est pas tant l'histoire d'horreur que de dire, OK, comment on peut éviter ces problèmes-là down the road. Fait que la première histoire, j'aimerais vous parler. Donc, j'ai travaillé avec un client qui travaillait dans le domaine de la distribution, donc du retail, qui avait des points de vente un petit peu partout au Québec. Puis, à ce moment-là, l'intention était d'être capable de pouvoir prédire la demande, prédire les ventes dans les différentes succursales. L'enjeu étant que ce client-là avait un très grand nombre de SKU, donc d'items qui pouvaient être vendus, et son souhait était capable de pouvoir prédire tous les SKU. Ce qu'on a dû faire pour être capable de faire ce projet-là, la région, on est vraiment parti sur l'ensemble de tous les SKU tels qu'il avait demandé, mais l'enjeu qu'on a eu, c'est qu'on a eu des résultats qui étaient honnêtement vraiment moyens sur l'ensemble de tout son écosystème, de tous ses magasins, parce que le modèle, il était trop général. Donc, on a voulu viser trop large. Pour moi, la morale de cette histoire-là, c'est vraiment, commençons par quelque chose qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus ciblé et qui va permettre d'apporter une valeur qui est vraiment concrète. Comme dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé, on a fait la loi de Pareto et environ 20% des SKU répondaient à 80% de ses ventes à la grandeur du Québec. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus dans une deuxième étape et là, on a vraiment eu un succès. OK. C'est intéressant ce que tu dis, dans le fond, Donald, parce que non seulement il y a la chose réelle que le AI, ultimement, le plus qu'on lui donne l'information, le plus qu'il va devenir un peu niaiseux dans son approche, le plus de contexte qu'il y a, il devient un peu perdu. Puis je sens que c'est un peu le cas dans cette histoire-là. Puis c'est aussi, en fait, ça devait coûter pas mal plus cher en infrastructure pour pouvoir aller chercher ça. Puis, ultimement, c'est probablement prohibitif au niveau du coût versus le gain qui était fait, en fait. Oui, parce que plus on monte un système qui est complexe, plus ça va être difficile de l'interpréter et que les coûts, que ce soit au niveau Azure, de computing puis de storage de données, vont augmenter eux aussi. Ce qui est quelque chose qui est pour une raison supplémentaire de commençons par quelque chose qui est spécifique et de petit. Exact. Ce qui nous amènerait à notre deuxième histoire. Ouh! Oui, puis celle-là a fait un peu plus peur pour vrai, Daniel. OK. Parce que, moi dans mon cas, parce que j'ai toujours eu une sensibilité en tout l'aspect juridique et quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et on avait un cadrage de projet avec un client qui offrait un produit, donc en B2B, donc à d'autres types d'entreprises. Et le produit se voulait quelque chose pour pouvoir aider à gérer la conformité. Donc, tu avais des dossiers de conformité à faire qui pouvaient être dans différents, même parfois pays ou même régions de différents pays. Et, dans le fond, déjà le client... peu tordu comme sujet, dans le fond. on pourrait dire. Et dans le fond, ces clients avaient eu une excellente idée de pouvoir leverager les différentes données qui étaient disponibles pour aider ses clients à être plus efficaces dans ces dossiers de conformité. Okay. Au moment du cadrage, j'avais demandé au vice-président produit de s'assurer que, dans le fond, ses contrats avec ses clients lui permettaient de pouvoir utiliser ces données-là spécifiquement avec ce qu'il avait en tête. Okay. À ce moment-là, il me dit oui, pas de problème. Je suis comme, moi, je t'encouragerais à vérifier quand même avec un avocat en droit des données, puis tu vois commercial, just in case. Il me répond, non, je suis vraiment confiant. Donc, le projet démarre, on fait les premières étapes, puis quelques semaines après le début du projet, figurez-vous donc, chers gens qui nous écoutent, que l'entreprise n'avait pas le droit d'utiliser les données telles qu'elle voulait le faire. Fait on ne le dira jamais assez, mais moi j'ai vécu un cas concret, puis j'en ai d'autres que je pourrais potentiellement nommer, mais
il faut s'assurer que qu'est-ce qu'on s'apprête à faire est quelque chose qu'on a le droit de pouvoir faire. Puis de là se pose toujours aussi la question de l'éthique. On veut faire des beaux projets, on veut avoir de l'impact, puis on veut tous faire la une du Journal de Montréal, mais pour la bonne raison, donc parce qu'on a fait un beau succès, pas parce qu'on a implanté un projet qui aurait des questionnements qui sont éthiques au final. OK. Fait que dans le fond, il y a eu beaucoup de coûts engagés sur une mauvaise prémisse, ultimement, Oui. qui aurait pu être validée en début de projet. Puis là, on parle vraiment de la validation, des droits des données, puis tout ça, c'est vraiment important. Dans ce cas-là, spécifiquement, l'avocat qui a pris le dossier a détecté la problématique en dedans de 2 heures de lecture du contrat. Là, heureusement, on n'était pas rendu à plusieurs mois dans le projet, c'était quelques semaines, mais c'était néanmoins beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie qui est mis, puis qui au final aura servi à rien pendant un long moment. Puis ça me paraît que tu parles de la une du Journal de Montréal, parce que c'est une des choses que tu m'as déjà dit qui a vraiment été gravée dans mon cerveau. En fait, à chaque fois qu'on fait un cadrage pour des projets, je me dis tout le temps, OK, si ce projet-là, tout le monde saurait que ce projet-là, ça serait quoi la perception? Puis je pense que c'est déjà un bon premier test à s'imaginer, en fait, de faire ce pré-mortem-là, ultimement, de qu'est-ce qui arriverait. Puis ça m'a beaucoup marqué, en fait, cette phrase-là. Ben écoute, je suis vraiment heureux parce que malheureusement, on a vu des exemples il y a quelques temps, je pensais à Trévi, entre autres, là, qui a fait la une du Journal de Montréal, justement, parce qu'il était allé peut-être un petit peu rapidement. Pas qu'il y avait des gros enjeux, mais ça avait choqué peut-être certaines personnes. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir vérifier ces choses-là. Donc, on pourrait passer à la 3e histoire d'horreur. Puis celle-là, elle est vraie dans tous les contextes technologiques, mais elle est particulièrement importante dans un contexte de projet, dans un projet d'IA. Donc, ici, on voulait être capable, dans le fond, c'est un client qui faisait de la distribution. Puis il voulait créer, dans le fond, un outil pour aider ses acheteurs, faire une meilleure planification au travers des semaines qui étaient à venir. Puis on a monté un système, dans le fond, qui aidait les acheteurs à prendre des bonnes décisions. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que la solution qui a été livrée était performante. Donc, les prédictions étaient toujours de bonne qualité, ou du moins la majorité du temps étaient de bonne qualité. Mais à ce moment-là, ce que le client avait voulu faire était de prendre un utilisateur que lui avait en tête, qui était une personne qui était jeune, pleine d'énergie et qui était, qu'on dit, tech-savvy. Là, j'avais un inconfort à arriver dans un webinaire puis de prendre un terme anglophone, puis j'étais allé me renseigner. Pour ceux qui ne le savent pas, la version française de tech-savvy, c'est féru de technologie. Je ne trouve pas que ça se traduit super bien, mais il y a quand même un terme officiel qui est celui-là. Okay. Alors, lui qui était très féru de la technologie, oui. Embarque dans l'aventure avec nous, participe à la livraison du projet. Et là, on arrive au moment de le remettre aux autres membres de l'équipe qui étaient tous des gens pas très technologie à la base, mais surtout très expérimentés, qui avaient vraiment beaucoup confiance en leurs moyens pour de bonnes raisons. Et étant donné qu'ils n'avaient pas été impliqués tout au long du processus, arrive avec une solution que, je le répète, fonctionnait super bien. Ouais. Ils n'ont pas embarqué dans l'aventure. Ils n'ont pas embarqué dans l'aventure parce qu'ils ne comprenaient pas bien le cheminement qui avait été fait, ne comprenaient pas bien comment cet outil-là pouvait avoir un impact concret au niveau de leur travail. Ceci a été leveragé à terme, mais il y a eu plusieurs mois entre la livraison de la solution et d'avoir un début de gain réel sur le terrain avec les vraies personnes. Okay. Donc, est-ce que c'était un problème d'adoption, mais est-ce que les gens se sentaient un peu menacés? Ou, À ce moment-là, je n'avais pas senti de menace tant que oui, mais ça va me servir à quoi? Puis, puisqu'ils n'avaient pas pu participer au raisonnement des prédictions qui étaient faites derrière la solution, eh bien, n'ayant pas la compréhension de la logique derrière, des fois on peut voir ça comme une boîte noire un petit peu, mais puisqu'il n'y avait pas une bonne compréhension de comment ça fonctionnait, le niveau de confiance n'était pas
n'était pas élevé, malgré le fait que les prédictions étaient bonnes. Fait que pour moi, ici, la morale de l'histoire, c'est que, puis tu l'as bien mentionné en début de rencontre, Daniel, au niveau de la co-construction, de la collaboration, il faut vraiment s'assurer qu'on ait des bonnes personnes autour de la table dès le début de l'initiative pour justement non seulement assurer l'adoption, mais aussi qu'il y ait un niveau de confiance qui soit suffisamment élevé pour que le système soit utilisé. Puis ça, je pense que c'est la nuance la plus importante par rapport à un projet technologique standard qu'on a connu pendant plusieurs années. C'est que là, il y a un aspect confiance qui embarque parce que ce n'est pas des règles d'affaires qui ont été écrites manuellement. Il y a une notion de choses sur lesquelles ça, on n'a pas de contrôle. Puis il faut faire confiance à l'output parce que ça a été testé à plusieurs reprises dans le processus de réalisation. Le switch contrairement que je vais utiliser un outil pour faire mon travail, ou il y a un outil qui va travailler avec moi, il y a une différence il y a une différence d'apprentissage, puis il y a une différence de contexte et de mindset, en fait. Oui, exactement. Exactement. Puis quand ces gens-là sont autour de la table, mais ils sont beaucoup plus motivés, on risque d'avoir un input de meilleure qualité plus tôt, même qu'au-delà de l'adoption, on risque d'avoir des résultats de meilleure qualité à la fin du projet parce qu'on a pu utiliser l'intelligence collective. Donc, en gros, je pense qu'on a trois belles grosses leçons qu'on ressort de ça. On peut changer de diapositive, Cheyenne. Fait que, ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas aller trop gros, trop vite, sinon on ne sera pas capable de prendre racine. C'est correct de partir avec quelque chose de plus petit et de le faire grandir. Si on est trop confiant, ceci peut être aussi un enjeu en ce sens que, comme je le mentionnais, il faut prendre le temps de faire nos bonnes validations, nos bonnes vérifications. C'est pour nous protéger nous, mais il y a aussi, je pense, un enjeu où on veut protéger les gens autour de nous et respecter les engagements qu'on a faits avec nos clients et les autres organisations. Ça reste quelque chose qui est profondément et fondamentalement humain. La bonne nouvelle, c'est quand on fait une bonne préparation stratégique, donc quand on planifie bien en amont, puis bien planifier ne veut pas dire prévoir toutes les étapes, mais de vérifier les bonnes choses au bon moment. Ceci, normalement, permet d'avoir un projet qui va réussir parce qu'il a été bien cadré. OK. Mais en fait, je trouve ça le fun, Donald, parce que, comme Cheyenne a dit un peu à la préface, la sagesse est souvent la culmination d'avoir appris de ses erreurs. Ouais. Fait que je suis content que tu aies fait tes erreurs ailleurs, puis tu viens ici, puis on en profite ultimement. Mais merci. En fait, pour en avoir fait un peu de la préparation stratégique avec Donald là, en binôme, moi, j'ai appris vraiment beaucoup. Puis, il faut dire que je suis un habitué de développement logiciel, en fait, puis de projet logiciel. Puis, c'est pas la même bête pour différentes raisons. Mais je pense qu'après ça, on va donner des façons de contourner ça aujourd'hui, hein, Donald? Oui, puis, dans le fond, on veut vous parler de péchés capitaux. Pour la cause, je me suis dit que, tiens, je pourrais penser à des guillemets aujourd'hui. Oui, parce qu'on parle de péché. Je me suis dit, on va essayer de faire un lien. Donc, moi, je serais curieux, Dan, de t'entendre parler sur nos premiers péchés capitaux qu'on veut éviter. Là. Oui, parfait. Ben, on va commencer avec le premier. Le premier, puis écoute, c'est pas juste les projets d'IA. Je pense que Yann, tu pourrais me mettre live. Oui, ouais, ça a chargé. Il y a un petit lag, mais c'est bon, c'est live. Bonjour tout le monde. Donc, c'est de manquer en fait d'objectifs clairs. Souvent, puis écoute, je te dirais que c'est comme la deuxième fois dans ma carrière que je vis ce mouvement-là, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être début 2000, on parlait beaucoup de dashboarding. On voulait des dashboards pour tout. Puis là, les gens te rencontraient puis ils disaient, je veux des dashboards. Puis là, comme, c'est quoi tu veux dedans? Puis comme, je ne le sais pas. Puis là, tu étais dans la discussion. Je ne sais pas, mais dis-moi ce que ça fait, puis je vais pouvoir dire ce que je veux. Puis là, on était comme un peu dans cette roue-là.
Puis c'est la même chose aujourd'hui, dans le fond. C'est un peu la même chose. Les gens arrivent avec un envie, dans le fond, mais chaque envie, chaque solution technologique doit être, dans le fond, reliée à des objectifs d'affaires clairs qui sont le plus spécifiques et mesurables. Tu sais, quand on parle de faire des objectifs SMART, là, ça prend ça pour des projets. Et puis, il faut répondre à un vrai problème. Il faut avoir des objectifs clairs, il faut le mesurer. C'est vraiment important. Puis en fait, tout projet, en fait, là, si vous nous rencontrez, la première chose quasiment qu'on fait, là, c'est de dresser les objectifs du projet. Parce qu'après ça, ça vient cadrer les discussions pour la suite. Parce que voici ce qu'on veut atteindre comme valeur. Puis ça, c'est super important. Parce que sinon, on s'en va à droite et à gauche, puis on n'est pas focus. Fait que c'est le premier péché, en fait. Puis c'est un péché qui est quand même fréquent, malheureusement. Ouais. Puis qui a beaucoup d'impact parce que c'est un péché qui part au début de la chaîne, malheureusement. Est-ce que tu me permettrais une analogie, Dan? Oui, vas-y. Moi, j'aime dire que quand on ne sait pas vers quelle part naviguer, aucun vent ne sera favorable. En navigation, c'est quelque chose qui est important quand on fait de la voile. Fait que s'il n'y a pas d'objectif clair, bonne chance pour te rendre à ton port. OK. C'est bon. Hey, beaucoup de sagesse là-dedans. Écoute, on a même des Vraiment. dictons aujourd'hui. Écoute. Sinon, le deuxième péché, en fait, c'est de partir trop gros. C'est de lancer un projet. Puis là, je vais faire un peu allusion là, à tes fameuses queues, là, de commencer trop gros. Parce qu'on va se perdre là-dedans. Ça va coûter extrêmement cher. Ta courbe, dans le fond, de feedback, ta loupe, dans le fond, de feedback devient plus grande, plus de risques d'erreur, la complexité, plus de risques d'échec. Puis en fait, souvent, si vous n'avez jamais fait un projet de ce type-là à l'interne dans votre entreprise, mais ce n'est pas un gros projet qui va vous aider à tamer la bête, ultimement. Il faut commencer par quelque chose de plus petit. Il faut que tout le monde s'habitue, en fait, dans l'organisation à faire ce genre de projet-là. Puis, on itère après ça. Parce que qu'est-ce qui est le fun avec les outils et tout ça, c'est qu'on peut en rajouter, on peut aller plus loin, on peut itérer. Fait que c'est la première chose qui est important, c'est de partir avec un petit projet. Puis on va pouvoir en parler aussi plus tard, mais ça va vous aider aussi pour l'adoption, puis ça va vous aider pour plein d'autres choses. Mais c'est vraiment important d'itérer, en fait. On passe au 3. Ben oui. Bon, écoute, moi aussi, j'avais de vérifier la validité des droits d'utilisation des données. C'est vraiment important. C'est correct qu'on en parle 2 fois. Ouais, c'est important qu'on en parle 2 fois parce que ça peut vraiment tuer aussi. Puis là, je ne sais pas si on parle plus tard de la qualité, right, de ces données-là? Oui. Ah, parfait. Je vais juste rester au bon niveau. Il faut s'assurer que les données qui sont disponibles, on peut les utiliser, qu'il n'y a pas d'enjeu. Puis en fait, j'imagine, vu que ton histoire d'horreur, c'était dans une ancienne vie, peut-être, mais maintenant, il y a beaucoup plus de règles aussi qui régissent ces choses-là, en fait. Ouais. Il y a la loi 25, etc. Puis là, il y a les lois sur les données en transitoire, en repos, ce genre de choses-là. Il y a un paquet de choses maintenant qu'on doit penser juste au niveau des données qu'il faut prendre le temps de valider avant, ultimement, pour savoir si on a le droit. Bon, dans bien des cas, là, je vais l'avouer, dans les projets de PME, c'est souvent moins un enjeu, mais ça en est quand même un qui peut vous emmener à dépenser ultimement des sommes d'argent pour rien. Puis je pense qu'il n'y a personne qui aime ça, utiliser de l'argent pour rien. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est là aussi que j'ai repris. Qu'est-ce qui me restait, c'est de faire le test mental de la une, dans le fond. Donc, si notre projet passe, dans le fond, aux nouvelles, est-ce que ça fait voir notre entreprise d'un bon augure ou pas, en fait? Puis ça, c'est vraiment important aussi de le mitiger aussi. Ça se peut que ce soit important quand même, mais il faut trouver des façons de mitiger ce genre de messaging-là, ultimement. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir.
Fait que je reprends le flambeau à partir d'ici pour les prochains péchés. Oui. Dans le fond, un de ceux qui est non négligeable, c'est celui des données non représentatives. Bon, généralement, si vous partez de vos propres données pour pouvoir faire quelque chose, il ne devrait pas y avoir d'enjeu. Mais si jamais vous avez on réalise en début de projet, par exemple, qu'il y a des données manquantes, mais il faut accepter cela et mettre en place les processus nécessaires pour aller récolter les données pour avoir une donnée de qualité. Et il y a parfois des fast tracks où on pourrait aussi dire, hey, je pourrais acheter un corpus de données pour pouvoir accélérer mon projet ou avoir accès à des tendances. Alors ici, ce que je veux juste dire, c'est faire attention. C'est bien de pouvoir passer par des corpus externes. On doit juste prendre un moment, respirer, puis s'assurer que ce corpus-là, en fait, va être représentatif du marché cible ou représentatif de ce qu'on veut faire comme type de projet. Donc, si déjà vous avez une culture en place de soigner la donnée, de la centraliser, s'assurer qu'elle est propre, vous avez déjà un bon pas d'avance. Et parfois, quand on débute un projet, on pourrait réaliser par contre qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle des biais. Et il faut quand même en tenir compte et les adresser pour avoir des systèmes qui vont bien fonctionner. J'aurais une question aussi pour ça, Donald. Pour Ouais. toi, en fait, ça doit arriver, ultimement, quand on commence un projet, on se rend compte qu'on n'a pas la donnée qui va nous emmener à quelque chose de prédictif, ultimement. Puis il faut commencer à la récolter. Fait que ça arrive, j'imagine, que des projets commencent avec hey, il faut passer un nombre de temps pour récolter cette donnée-là, en fait. Oui, ça peut arriver. Puis il faut vraiment voir c'est quoi le type de projet qu'on veut faire. Il y a aussi certaines techniques pour créer ce qu'on appelle de la donnée synthétique qui peut permettre d'avoir un accélérateur. Mais là, il faut vraiment voir selon le contexte, l'investissement qui est nécessaire, puis est-ce que le ROI va être présent. Fait que dans le fond, c'est beaucoup une game de quelle énergie je dois mettre et quel est mon gain à la fin pour décider si on veut ou pas accélérer quelque chose. Peut-on faire la donnée synthétique, acheter un corpus de données ou, comme tu as mentionné, Daniel, peut-être prendre un moment, respirer et continuer à récolter de la donnée pour être en mesure de faire un système qui est plus solide. Parce qu'il y a toujours un projet de data généralement qui vient avec surtout des modèles ultimement prédictifs, là. Pas toutes les sortes de AI, mais en fait. Dans certains cas. Ouais. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, si on passe à la prochaine, un autre élément que j'ai malheureusement observé à trop grandes reprises dans le passé, c'est de se dire que faire un projet d'IA, c'est littéralement comme faire un projet comme on les a fait dans le passé. Je plug and play un nouveau module, puis ça va marcher comme ça du jour au lendemain. Parfois, ça peut se passer aussi seamless que ça, surtout en utilisant, mettons, Copilot, mais il y a beaucoup de projets où, en fait, il faut garder en tête que, justement, on doit faire un peu de transformation de la donnée, puis faire une mesure dans le temps pour confirmer que le système donne, en fait, les résultats qui sont attendus et non pas des prédictions ou des générations, des recommandations qui pourraient induire des gens en erreur. Donc, ça demande quand même une certaine attention au travers le temps pour pouvoir conserver ce niveau de qualité-là. Donc, la stratégie d'intégration logicielle reste importante, mais il y a quand même des subtilités qui sont différentes par rapport à je vais rajouter un nouveau module dans mon application, c'est genre je l'installe puis je m'en lave les mains. Fait qu'il y a beaucoup d'adaptation et de surveillance qui est nécessaire, dans le fond, à travers la vie de ces projets-là? Je dirais pas beaucoup, mais je dirais un minimum. Un minimum, puis je vais penser, par exemple, quand on met en place de la génération de documents automatisés, on va vouloir s'assurer sur une base régulière qu'on continue à respecter nos standards parce qu'évidemment, les données peuvent évoluer au travers le temps. Fait que, dans certains cas, on parle de travail qui est plus costaud, mais je te dirais, règle générale, ça demande juste un minimum d'investissement, mais investissement néanmoins important. OK. Puis, tantôt, on parlait brièvement du péché numéro 6, qui est de ne pas oublier nos vrais utilisateurs, les personnes qui vont être dedans, dans le day-to-day,
Je ne crois pas que j'ai besoin de repasser au travers au complet l'histoire Non. d'horreur que je reparlais tantôt, là, mais Ouais. Mais j'aimerais ça rajouter parce que je sens que les utilisateurs, c'est relié aussi à, tu sais, quand j'ai dit, je pense que c'est le péché numéro 2 de commencer petit. ouais. Les deux sont reliés selon moi. Mais complètement. Parce que moi, ce que je dis ultimement, c'est de commencer avec quelque chose de petit, de rapide, qui va donner une petite valeur, dans le fond, à vos utilisateurs, mais qui ne va pas comme venir chambouler un peu les choses que les gens commencent à utiliser. T'sais, parce que là, l'adoption, il faut commencer à l'utiliser, il faut l'apprivoiser pour que les utilisateurs aient de quoi entre les mains. Ouais. Puis un petit truc, je ne sais pas pourquoi ça marche. Il y a peut-être une étude à quelque part qui va dire ça. Mais si on lui donne un nom d'humain à cet agent-là, par exemple, que tes usagers interagissent, je ne sais pas pourquoi, mais l'adoption est pas mal meilleure. Juste un petit truc comme ça. Fait que là, si je comprends bien ce que tu me dis, Dan, c'est que si Ouais. jamais je voulais avoir quelque chose qui me fait sourire une fois de temps en temps, pendant mes journées de travail difficiles, je pourrais me créer un agent qui s'appelle Daniel qui fait des jeux de mots. Je pourrais faire ça? Oui, tu pourrais faire ça en fait. Mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, l'agent Daniel commence à faire des jeux de mots. Puis après ça, il dit Hey, je t'ai donné un jeu de mots, mais tu veux-tu que je t'aide avec ça maintenant? Puis là, tu fais comme Ah, tu sais, fait que là, tu sais, Dan, il s'en vient, c'est comme le vrai Dan, en fait, il s'en vient de plus en plus utile, tu sais, pour toi, en fait. Non, mais on rit là, mais j'aime le fait, Dan, que tu ramènes ça au péché numéro 2 parce que en partant petit puis en amenant une solution disponible aux vraies personnes le plus vite possible, ça permet d'avoir cet engagement-là continu, de pogner des edge cases, excusez-moi, j'ai pris un terme anglophone, des cas limites de façon très rapide et d'éviter de grandes frustrations plus tard dans le processus. Exact. Puis dans le fond, tu vas déjà. Tu sais, l'appétit vient en mangeant, en fait. Fait que si on emmène les utilisateurs à utiliser ces outils-là, si peu soit-il, ils vont commencer à l'adopter. Ils vont peut-être même explorer. Ils vont peut-être trouver. Ils vont dire Hey, pourrais-tu faire ça? Puis là, des fois, tu vas avoir peut-être des initiatives valuable qui vont être bottom-up au lieu de essentiellement top-down. Puis ça peut avoir une grande valeur, en fait, là, dans une entreprise, selon moi. Oui, puis tu sais, peut-être que j'irai au péché numéro 7 pour conclure là-dessus, parce que un des risques qu'il y a qui pourrait avoir un impact aussi sur l'adoption, c'est de vouloir chercher à avoir de la perfection, quelque chose qui va avoir un taux de succès de 100%. Pour les gens qui nous écoutent, je m'excuse, mais un taux de succès de 100% avec de la génération et de la prédiction, c'est peu probable. Il va toujours avoir une toute petite marge d'erreur, c'est normal. Et là, le risque, c'est de vouloir investir trop pour aller chercher des petits points de performance qui, au final, n'auront pas d'impact. On va parler de gestion de cas limites comme que je mentionnais. Mm-hmm. Et c'est là que les prix peuvent commencer à augmenter. Puis le jeu, souvent que je vais nommer avec les gens avec qui je travaille, c'est on doit atteindre un état de satisfaction. Mm-hmm. Si on est satisfait des résultats, si, comme le texte écrit là, c'est good enough, qu'on est capable de l'utiliser, ça répond à la très grande majorité des cas qu'on rencontre, peut-être que la bonne décision, c'est de savoir s'arrêter maintenant, de le laisser aller et de réinvestir plus tard. Parce que, comme que je dis, ultimement, on pourrait investir du temps et de l'énergie ad vitam aeternam sans avoir des gains significatifs tout en augmentant la complexité à la fois pour les usagers de l'utiliser et de la complexité au niveau technologique. Oh, écoute, c'est-tu ton collègue Romain qui te fait parler en latin pour aujourd'hui? Ben, je pense que c'est important de prendre un peu de latin pour être dans mon caractère et être représentatif. Ah, OK. Ouais. Mais tu l'as bien vu. en fait, on en revient aux objectifs d'affaires, ultimement. L'état de satisfaction, et quand on a atteint ultimement ces choses-là, ces objectifs d'affaires-là, en fait. Puis c'est ça l'important. Puis des fois, malheureusement, la barre de perfection pour un agent ou un AI est souvent plus haute que l'humain
ultimement. Tu as tellement raison. Fait que c'est souvent un peu difficile parce qu'on cherche un 100% des cas, mais ça n'existe pas. Tu sais. Un humain pourrait faire une erreur sur 30, puis le AI en faire une sur 120, mais ça serait pire quand même. Tu sais. Fait que la barre est beaucoup plus haute. Puis c'est là des fois que ça devient un gouffre sans fin. Si vous me permettez de ramener ça à 3 concepts, je pense qu'ils résument bien la conversation qu'on vient d'avoir. Il faut garder ça simple, autant que faire se peut, de suivre une méthodologie. Puis ici, le but n'étant pas de la faire de façon religieuse nécessairement, mais si on suit les grandes étapes et qu'on respecte la philosophie derrière, on augmente grandement nos chances de succès et de garder les humains autour de la table au centre. Puis normalement, si on suit ces 3 piliers-là, il ne devrait pas y avoir de raison significative qu'un projet ne fonctionne pas, si ce n'est que de se dire, bien, finalement, peut-être que le ROI n'est pas là, on change de plan, on s'adapte, let's move forward. Speaking of, oh mon Dieu, en parlant de cela, j'ai beaucoup fait d'animation en anglais récemment, il faut que je ramène mon cerveau en français. C'est bon. Donc, en parlant de cela, moi, je serais curieux, Dan, que tu puisses nous partager un peu plus concrètement, nous, comment est-ce qu'on est capable d'aider avec ça? Oui. Ben, en fait, écoute, on est habitué à avoir 3 piliers, fait que c'est pas fou pour Nexus, hein? Qui a été en fait nos 3 grands piliers là, pour aider nos clients. Je pense qu'on n'est pas loin, ultimement, pour les projets d'AI. C'est un peu la même chose. On a toujours mis l'expérience, l'expertise au centre, dans le fond, de notre pratique. Et puis, on est vraiment là pour bâtir des partenariats avec des clients. Puis, on est vraiment très adapté comme entreprise pour faire ces projets-là avec vous. Puis, on a été chercher, tu sais, ultimement, pas lancer trop de fleurs à Donald, là, parce que je veux quand même que sa tête passe à travers la porte après. Mais on a été chercher Donald, qui a une grande expérience, pour nous aider à bien aiguiller nos clients dans ce grand mouvement-là qui est super important pour les PME, parce que c'est un edge, tu sais, que si vous arrivez à grasper, puis comme que vous arrivez à leverager, ça va vous mettre plus loin que vos compétiteurs. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que nous, comment qu'on peut vous aider dans ce grand mouvement-là, c'est qu'on peut, identifier c'est quoi les potentiels. Des fois, si vous voulez nous parler un peu pour dire, hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, on peut vous aider, on peut explorer, on peut vous aider à déceler des trames de projets. Puis après ça, nous, on a des techniques de cadrage de projets, puis on a des techniques de cadrage maintenant que Donald a mis en place pour les projets d'IA qui sont adaptés, en fait, qui sont super, qu'on a fait dernièrement. C'est super le fun. On peut faire ça avec vous. Vous allez voir, on est vraiment le fun. On arrive déguisé. Non, c'est pas juste, on n'arrive pas tout à déguisé, mais on s'assure vraiment que de marier un peu le plaisir avec la mise en place d'un projet. Puis ça, dans le fond, c'est la recette qui va vous emmener, dans le fond, à réaliser votre succès. Puis après ça, mais on est toujours là pour, quand j'ai dit qu'on va le faire de façon itérative, venez faire une première danse avec nous. Vous allez voir, on ne va pas se plier ses pieds, on va avoir du plaisir. Puis on va faire évoluer, dans le fond, ces projets-là d'IA tranquillement avec vous à votre rythme. Puis on va vous donner, dans le fond, là, du conseil stratégique en cours de route là, pour que vous ayez un succès. Puis vous n'allez pas avoir à répéter des erreurs que Donald a déjà vécues. Il va vous aider à les sidestepper. Fait que ça, c'est vraiment important de profiter de sa sagesse, ultimement. Fait qu'on est là pour vous. C'est ça qu'on veut. Mais t'es très sage toi-même, sache-le. Ben écoute, j'ai mis ma toche de sage. Fait qu'aujourd'hui, je suis sage. C'est vraiment juste la toche, en fait. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Wow! La confiance règne ici. Hey, en tout cas, merci Donald, merci Daniel pour tout ça. On peut passer maintenant aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet clavardage. Là, on va essayer d'y répondre en fonction du temps. On en a déjà quelques-unes qui sont rentrées. Donc, la première, ce serait de Mariette qui nous demande quelle est l'étape du projet la plus importante? Oh!
mais ceci est une Qui question veut piège. l'apprendre? Vas-y, Donald. Ben oui, avec grand plaisir. Écoute, pour moi, il y a beaucoup d'axes possibles à cette réponse-là, mais celle que je vais mettre de l'avant aujourd'hui est vraiment je reviens à ce que je vous disais tantôt, d'avoir le courage de dire j'ai atteint mon état de satisfaction. Parce que, évidemment, c'est important de comprendre le besoin des gens, c'est important d'avoir une bonne planification technologique, mais le plus grand piège, c'est vraiment celui de vouloir aller trop loin. Donc, ce moment-là de dire j'ai suffisamment onboardé mes usagers, le niveau de performance est suffisamment bon, nous sommes satisfaits et on est capable de partir avec ça pour de bon. Fait que j'ai envie de dire que pour le projet, les projets en IA, c'est vraiment cette étape-là qui est critique parce que ça demande, pour moi, c'est le bon terme, ça demande une forme de courage. Oui, c'est vrai. Super, ben merci Donald. On va y aller avec la question suivante qui serait quelle tranche de coût, alors je pense que vous allez aimer celle-ci, quelle tranche de coût je peux m'attendre pour mon premier AI? J'ai le Dan, tu veux la prendre? Ben, écoute, je peux la prendre, en fait. Qu'est-ce qui est le fun, quand je disais un peu là, les changements, c'est qu'on est maintenant dans une ère où on peut faire des choses très rapidement. Il y a des outils maintenant, low-code, no-code, qui nous permettent de faire un paquet d'affaires vraiment très puissantes, très rapidement. On a une gamme d'outils pour différents besoins, dans le fond, puis que les coûts sont en fait rattachés. Fait qu'il y a une belle gradation, ultimement, de ces outils-là. Mais je pense que pour un premier projet d'AI, avec des objectifs d'affaires qui accordent une valeur, je pense qu'on peut y aller, dans le fond, si on a quelque chose de simple, 20 000 $ à peu près. Puis si on a quelque chose un peu plus fourni, un peu plus prédictif, là, on peut s'attendre, dans le fond, plus proche de 50 000 environ. Mais on parle de projets maintenant qui vont faire des choses qu'avant, c'était hors de prix, je pense, pour la plupart des PME. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis la force aussi de ces projets-là, c'est que ça, c'est pour comme tout le projet, mais en fait, on voit souvent une valeur très rapide, même dans les premières semaines, souvent, qu'on peut commencer à jouer avec. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Puis tu sais, je rajouterais à ça que moi, ce que j'observe comme tendance, c'est que le même projet qu'on aurait fait il y a quelques années, il y a 3-4 ans, aujourd'hui, dépendamment de sa complexité, on va diviser le prix par 3, même voire par 5 parfois. Principalement à cause qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui qui sont rendus disponibles pour accélérer. La grosse différence, elle est là. Oui, exact. Fait que c'est vraiment une belle ère. Puis nous, avec toute la suite qu'on utilise, dans le fond, vu qu'on est ultimement, on est quand même très accroché à Microsoft parce que toutes les choses sont intégrées et tout ça. Puis pour plusieurs raisons que je pourrais peut-être parler dans un autre webinaire parce que c'est un gros sujet. Mais on a beaucoup d'outils pour répondre à un paquet de cas d'utilisation maintenant qui sont typiques, que la plupart des entreprises vivent là, constamment, ultimement. C'est ça qui est important. Super, merci à tous les deux. Comme tu parles d'outils Microsoft, justement, Daniel, on en a une autre qui est liée à ça, de Danny. Ça serait, donc Danny apparemment est déjà dans Microsoft et il demande s'il pourrait s'attendre à utiliser l'AI de Microsoft pour des projets, pour ses futurs projets. Oui, tout à fait. Mais écoute, comme je dis, il y a une grosse gamme. Là, dans le fond, on peut passer ultimement là, de faire des agents dans Copilot Studio, de passer avec des Declarative Agents, on peut faire des agents dans Azure, on peut faire des LLM sur mesure aussi, puis pas juste utiliser une panoplie de modèles ultimement. Fait que ce qui est le fun, c'est que on arrive à régler beaucoup de besoins ultimement avec des Copilot Studio ou des Declarative Agents. Puis qu'est-ce qui est le fun pour des gens qui sont déjà sur Microsoft, c'est qu'on peut réutiliser souvent des flows, des flows de travail, des power flows que vous avez mis en place, de la documentation. Déjà, si vous avez déjà des choses qui sont mises dans votre écosystème, on peut leverager ça rapidement. C'est là vraiment la valeur. Puis toutes ces choses-là, en fait, se parlent ensemble, ce qui est souvent la force, dans le fond, de Microsoft. Fait que c'est vraiment un multiplicateur, ultimement. Fait que oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour développer du AI rapidement dans votre suite Microsoft, ultimement, qu'on peut leverager.
pour aller pas Bien. mal plus vite, en fait. Super, merci Daniel. On va y aller avec une dernière question avant de clore le webinaire. Elle est assez large, ça serait, est-ce qu'on a des exemples concrets de projets AI qu'on a implantés? Oui, puis en fait, je pourrais donner 2 exemples. Un exemple qui est plus petit, un exemple qui est un petit peu plus gros, juste pour donner une idée. Dans un cadre d'un projet qui est un peu plus petit, dans le fond, vous comprendrez que je n'aimerais pas de nom de client par principe, puis aussi pour respecter nos clauses contractuelles. Donc, Yes. c'est une entreprise qui est dans le domaine du service pan-canadien et qui a plusieurs bannières. Fait que son défi à cette entreprise-là était d'être capable de pouvoir créer des publicités à la grandeur de toutes les provinces, mais dans certains cas, on pourrait même parler de d'autres pays, et de les adapter aux différentes provinces. Donc, il y a une personne, il y a un humain qui va créer le cœur de la pub. Et on a développé un agent qui permet, dans le fond, à l'équipe de marketing de pouvoir interagir et de pouvoir adapter le messaging au niveau des différentes bannières et même au niveau des différentes régions incluant la subtilité des bannières. C'est un projet qui n'était pas trop complexe, donc d'une plus petite taille, puis dans les projets un peu plus gros que je pourrais Mais en parler. fait, je suis familier avec cet exemple-là. Des choses qui prenaient avant 2 jours de travail, maintenant prennent peut-être un 4 heures, une demi-journée, en fait. Fait que le gain pour un agent qui était peu coûteux là, est énorme, en fait. Tout à fait. Merci, Dan, de l'avoir précisé. Et l'autre projet qui est un peu plus gros, mais dans le fond, c'est un outil d'aide pour une équipe de vente, en fait. Puis le but étant de pouvoir prendre des résultats d'appel et d'être en mesure, au-delà de juste faire un résumé là, traditionnel que déjà Teams offre par défaut, mais de vraiment pouvoir aller récupérer des données à différents endroits dans l'écosystème technologique de ces clients-là et de pouvoir non seulement faire un résumé avec des éléments spécifiques, mais de venir même proposer des actions concrètes à prendre que l'équipe de vente va pouvoir faire suite à cet appel-là, incluant une probabilité que l'opportunité puisse à terme être bloquée et avec des recommandations de « Hey, voici comment tu pourrais faire pour t'assurer que cette opportunité-là ne bloque pas » ou à l'inverse. Statistiquement parlant, il y a de fortes chances que cette opportunité-là aille nulle part. Fait que, sais-tu quoi? Abandonne-la, mets pas de temps dessus, passe à la prochaine pour pouvoir maximiser tes ventes. Fait que ça, c'est deux exemples. Je peux en nommer plein d'autres, mais je vais essayer de rester succinct dans le cadre de ce webinaire. Super, merci Donald. De toute façon, si jamais vous voulez voir un petit peu des exemples de ce qu'on fait, vous pouvez aussi le retrouver dans notre section blog sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez aller regarder les études de cas. Là, on les partage régulièrement sur accord de nos clients. Donc, ça pourrait aussi répondre de façon complémentaire à la question. On va s'arrêter là pour les questions pour pouvoir respecter le temps imparti. Puis, il est 12h52. Nous aussi, on a envie d'aller prendre notre post-lunch. Donc, on va s'arrêter ici. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser à travers le site web. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez qu'on étudie un de vos cas particuliers, vous avez d'autres questions sur nos réalisations, surtout, n'hésitez pas. Vous allez recevoir ce webinaire-là en rediffusion aussi dans un courriel demain. Donc, vous pourrez répondre aussi au courriel si jamais vous voulez prendre contact directement avec nous. Je profite aussi avant de terminer la session du jour pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, ça sera le 6 novembre, rendez-vous à la même heure. Si vous avez une idée de projet numérique, ce webinaire va pouvoir vous intéresser parce qu'on va vous aider à choisir entre les solutions low-code versus des solutions sur mesure. Donc, que ce soit un projet AI ou non, vraiment un beau sujet. Que ce soit un projet AI ou non, là, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions pour pouvoir vous orienter sur la technologie qu'il vous faudrait idéalement. Puis j'en profite donc pour remercier tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du webinaire. Aussi un gros merci à Donald de t'être prêté au jeu parce que c'était ton premier webinaire, puis on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Je pense que c'est le cas dans d'autres entreprises, peut-être que Nexus. J'ai jamais fait de webinaire. Cela étant dit, j'ai fait de la radio étudiante au cégep. Donc, ça paraît. Puis merci aussi, Dan, d'avoir répondu présent encore une fois. Là, toujours le fun de toujours aussi nerveux à chaque fois que j'en fais un, par contre. Non, ça paraît pas. Merci. Excellent. Tout le monde. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.